Je vous propose que nous commencions. On va commencer par se présenter tous les deux. Moi, je suis Renaud Cornuet-Mieux. Je suis à Grenoble École de Management depuis 2004 et en 2004, j'y avais créé l'école de management des systèmes d'information. Et en fait, ça a un lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est qu'en fait, en 2004, on avait lancé les premiers projets intégratifs en entreprise, qu'on appelait à l'époque Projet Fil Rouge, au sein de Grenoble École de Management. Et je vous raconterai ça un petit peu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, moi, je suis responsable de cette démarche au sein de Grenoble École de Management. Jean-Luc. Bonjour à tous, donc Jean-Luc Vecchio, donc je suis directeur général de Tessi Suisse et d'une division Tessi qui évolue dans 4 pays qui s'appelle Conseil et Intégration. Et je suis diplômé de GEM il y a quelques petites années. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est que tu es là parce qu'avec Tessi, vous avez pris un nombre important de projets intégratifs. Vous avez un vécu depuis 4-5 ans, je crois. Oui, absolument. Et on peut dire aussi que Tessi participe à une chaire de recherche de Grenoble École de Management qui s'appelle la chaire DOS. Digital Organization and Society. Voilà. Qui travaille sur différentes problématiques liées aux transformations induites par le digital, à la fois, et notamment l'impact non seulement sur les organisations, mais aussi sur la société. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, ce que je propose, c'est de vous donner tout d'abord quelques éléments sur le déroulé de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est que je vais vous présenter très rapidement en 4 slides ce que sont les projets intégratifs et vous poser un peu le contexte. Et après, on passera sur la partie intéressante où on va dialoguer avec Jean-Luc Vecchio à propos de son et de ses expériences d'entreprise qui a proposé des projets intégratifs depuis un bout de temps. Ça, c'est sur le déroulé. Un point important, c'est que la fin est prévue à 12h30. On tiendra le 12h30 pour la fin. Donc, voilà, on essaiera de s'arrêter dans un point stable à ce moment-là. Et autre point important, c'est que vous pouvez poser des questions tout au long de l'intervention, sachant qu'il y aura un moment à la fin où on prendra plus de temps pour y répondre. Les questions elles se posent via le fil de conversation qui se trouve bien sûr, vous cliquez Converser et vous aurez tous les éléments pour poser des questions à cet endroit. Donc, moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous donner quelques éléments sur ces projets intégratifs en entreprise. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a créé à Grenoble École de Management au début des années 2000. On a, au sein de l'EMSI, posé ça dans plusieurs groupes et on en a fait un peu le centre de la pédagogie. Et depuis cette époque-là, ça s'est développé et aujourd'hui, on en est à un stade où il y a 120 projets par an sur différents cursus et donc qui couvrent, on verra ça plus tard, différents domaines d'intervention possibles. C'est qu'une étape. L'idée, c'est que assez rapidement, on déploie cette pédagogie aussi dans le programme grande école. Et ce qui voudra dire qu'à terme, on sera plutôt sur du 300 à 350 projets par an à mettre en œuvre. Donc, cette pédagogie par projet, elle est au centre d'une démarche qu'on appelle GEM Learning Model et qui vise à faire qu'on mette en place des modes d'interaction et des modes d'enseignement où les étudiants vont acquérir des compétences par la pratique. Donc, l'idée, c'est que les missions et les projets, ce sont des vraies entreprises ou des vraies organisations, toutes ne sont pas des entreprises, qui nous proposent des vrais projets et des vrais étudiants vont travailler sur ces vrais projets et vont donner des recommandations suite à leurs travaux. C'est en règle générale un moment important pour les étudiants parce que ce type de démarche, selon les cursus, compte entre un quart et la moitié de leur note de l'année.
Donc, c'est vraiment un truc à fort enjeu pour eux. L'idée, c'est de mettre en place des équipes de 3 à 6 étudiants, sachant que l'optimum, c'est 4-5, qui vont travailler selon les cursus pendant 3 à 8 mois en interaction avec une entreprise. Donc, on n'est pas dans un stage, on n'est pas dans une alternance. Les étudiants ne sont pas à temps plein, loin s'en faut, dans l'entreprise pour travailler là-dessus, mais ils travaillent sur la durée sur ces projets. Donc, ça nécessite une forte interaction. Jean-Luc nous expliquera un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. Alors, il y a une question, ouais, je vais y répondre tout de suite. Vrai projet, ben c'est une problématique sur laquelle ils vont travailler. Ce n'est pas un cas. On ne va pas transformer le projet proposé en quelque chose d'applicable dans un cadre d'un cursus. C'est un projet. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça vrai projet. Et dernier point dans la définition, c'est qu'il y a tout au long du dispositif un tuteur école qui accompagne le groupe et qui fait le lien entre le projet, les enseignements qu'il peut y avoir et qui aide les étudiants là-dessus et qui aide aussi les étudiants dans le lien avec l'entreprise. Une question sur la fréquence des interactions, Jean-Luc nous témoignera ça tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous dire 2 mots sur pourquoi cette démarche pédagogique. Donc en fait, au-delà du fait qu'on est sur de l'apprentissage par le fait de faire, il y a un autre élément très important, c'est que travaillant sur des situations réelles, bien, les étudiants vont être dans une configuration où ils verront le sens de ce qu'ils font. Le fait que le sens soit visible, l'implication sera plus forte. Et l'implication étant plus forte, l'expérience montre que les apprentissages sont mieux réalisés dans ce contexte-là. Donc voilà, ça c'est le sens pour nous de cette démarche. Et ensuite, quelques éléments sur ce que vous pouvez en retirer. Donc, il y a 3 volets qui sont intéressants. Alors, ils sont marqués dans un certain ordre, l'ordre importe peu. Et un premier élément, c'est un moyen de faire découvrir votre entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens pour faire ça. On peut mettre un bus devant la porte de l'école et les étudiants y passent s'ils veulent. Là, c'est un moyen pour vous beaucoup plus performant par rapport à cette importance d'être présent. Donc, vous êtes dans des enseignements et les étudiants interagissent beaucoup avec vous. Alors, ils interagissent le groupe qui est avec vous, mais aussi toute la promo, puisqu'en fait, il y a tout un volet de soutenance et en fait, le nom de l'entreprise est dans le nom du projet. Ensuite, il y a le fond du truc, donc bénéficier de la créativité, d'un regard extérieur, d'un environnement qui pousse à l'innovation, notamment on utilise ce que permet GEMLab sur ces projets. Donc, on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Luc. Et enfin, dernier point, ça peut aussi potentiellement permettre de cibler de futurs collaborateurs. Pareil, sur le nombre de projets que proposait Jean-Luc Vecchio et Tessie, il y a eu un recrutement et il en parlera tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Alors, il y a plein de questions qui ont défilé sur le comment on fait, comment vous proposez. On va y revenir. Ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on lance la séquence où je vais interagir avec Jean-Luc pour qu'il témoigne de ce qu'a été pour lui ces 6, 7, 8, je ne sais plus, il nous précisera, PIE qui ont été pris par Tessie. Donc, Jean-Luc, si tu veux bien, alors, présente un tout petit peu ce qu'est Tessie. Et puis, il y avait dans ma première question, combien de PIE as-tu déjà pris à Tessie? Oui, c'est ça, c'est à peu près une demi-douzaine déjà, depuis 3-4 ans. Donc, je fais une petite page de pub Tessie, mais je vais faire très court. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Donc, Tessie, on se définit comme un opérateur BPS, donc c'est Business Process Services. En fait, on agrège des services de type
classiquement ESN, donc on parle d'entreprise de services du numérique. Donc on a le jargon SS2I qui parfois est un petit peu plus connu en France. Donc on livre des solutions avec des logiciels, des services d'intégration de ces logiciels ou d'hébergement de ces logiciels dans tout ce qui est le domaine de traitement de gros volumes de données ou de gros volumes de documents. Et des métiers plus orientés BPO, donc Business Process Outsourcing, qui s'appuient plus sur des compétences humaines. Et là, on travaille dans différents domaines, comme de la numérisation au volume, de l'impression au volume, des services back-office, type par exemple gestion de sinistres pour le compte d'assureur, du traitement d'entrée en relation ou d'octroi de crédit dans le domaine des services financiers. On gère des programmes de fidélité pour différents clients. Voilà, donc en fait, on fait un mix entre des plateformes techno, des compétences humaines pour offrir des solutions que nous délèguent en fait des grands clients de différents domaines, publics, finances, télécom, énergie, etc. Et la promesse ultime, c'est de les aider à optimiser l'expérience client de leurs clients finaux grâce à nos plateformes qui leur permettent aussi d'optimiser les ressources qu'ils allouent à ces interactions clients. Merci, cette présentation était importante. Donc, on est dans un cas de figure. Il n'y a pas besoin d'être selon ce profil-là pour proposer des PIE. Non. Voilà. Donc, ouais, explique-nous un petit peu, au-delà du fait que je t'ai sollicité, mais pourquoi tu as proposé des PIE aux étudiants depuis ces quelques années? Le démarrage, en fait, c'était entre guillemets un petit peu par accident, mais un accident heureux. En fait, on était parrain, Tessie était parrain d'une promotion du Master Digital Business Strategy. Donc, j'ai des collègues en fait qui animaient des masterclass durant ce cursus. Puis donc, on a eu en fait connaissance de l'existence de ces PIE et on a souhaité se rapprocher un petit peu plus de la promotion de ce master. Parce qu'en fait, on était parrain de ce master aussi parce que les profils, le cursus nous semblait intéressant par rapport à nos métiers. Et puis donc, on a soumis 2 premiers cas d'études à ce moment-là. C'était pour se rapprocher des étudiants. Pour nous, c'est un moyen de travailler la marque employeur et puis d'essayer de détecter des talents. Donc ça, c'est on va dire le début de l'histoire ensemble. Ok. En racontant la suite de l'histoire, ce que tu peux peut-être aussi nous dire, et là on répondra à quelques-unes des questions qui ont défilé, c'est quelle est l'implication de l'entreprise dans l'interaction avec ces groupes. Je crois que tu as un historique avec plusieurs cas de figure. Oui, je trouve la question super intéressante parce qu'en fait, pour nous, au début, c'était un petit peu l'inconnu. Au début, en fait, on a limité nos interactions à quelques conférences téléphoniques sur la période donc, de ces PIE qui s'étale sur quelques mois, plus une interaction en présentiel pour une forme de kick-off et puis une deuxième interaction présentielle pour la soutenance. Les conférences téléphoniques, souvent, c'était sur des formats assez courts, en toute fin de journée, pour que les plannings de tous les intervenants puissent un peu s'accorder. Et en fait, je pense qu'après 3-4 ans de recul, ce que je peux dire, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'en fait, il faut probablement un petit peu plus d'implication. On l'a dit déjà pour les étudiants tout à l'heure, tu l'as dit, c'est important pour eux, ça pèse lourd dans leur année. Mais aussi, je pense, pour la qualité du livrable et finalement le côté exploitable de leurs travaux dans le monde de l'entreprise, c'est important de s'impliquer un petit peu plus. En fait, comme on driverait un projet interne. Voilà, c'est un peu un premier retour d'expérience que je peux faire. Sur les étudiants que tu as pris, tu te souviens en quel cursus et quelle année ils étaient? Donc, il y avait plusieurs fois des masters en Digital Business Strategy. Et on a pris aussi des étudiants, donc eux, ils étaient en première année. Et on a également pris des étudiants en première année sur le Master Management des systèmes d'information. Et on les a fait plancher sur des cas qui étaient plutôt orientés business et fonctionnels. Même si certains des étudiants de ce master avaient des parcours et des expériences très techniques, nous, on les a fait plancher plutôt sur des sujets, sur des business cases, voilà, mais où leurs compétences techniques nous permettaient de fiabiliser un petit peu le résultat. D'accord.
Donc en fait, oui, je réponds à la question parce qu'elle vient assez souvent sur le positionnement sur les années. Selon les thématiques, on a des étudiants de toute typologie, c'est-à-dire que sur certains projets, on a des étudiants de première année du programme en école, et ça va jusqu'à des étudiants qui sont sur des cursus exécutifs en formation continue. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur comment on affecte et comment on met ça en place. Un premier élément de réponse peut-être sur la façon dont vous affectez les projets. En fait, nous, de notre côté, quand on soumet un cas, un projet, on essaye de faire en sorte qu'il soit à la portée des étudiants à qui ces cas vont être soumis. Par exemple, le sujet qu'on a soumis l'année dernière aux étudiants du Master en Management des systèmes d'information, il était orienté cloud. Et c'est probablement un sujet qu'on n'aurait pas proposé à des étudiants en première année du programme Grande École. D'accord. Vous en avez retiré quoi de ces projets intégratifs? C'était quoi les retombées pour Tessie? Alors, très court terme, en fait, nous maintenant, on a appris finalement à utiliser ces projets pour avancer sur des projets qu'on n'arrive pas à prioriser en interne avec nos propres ressources. Donc, on les conçoit vraiment comme des livrables exploitables. En tout cas, on les cadre de sorte que ce soit exploitable. Donc, on en tire une vraie valeur d'aide à la décision. Peut-être je peux en profiter aussi pour revenir sur une des questions qui a été posée tout à l'heure. C'est quand on parle de vrais projets, Ouais. il y avait une question, est-ce que ça veut dire que c'est un projet qu'on va réellement mettre en œuvre? En fait, de notre côté, ce n'est pas trop comme ça qu'on le voit. Vrai projet, pour nous, ça peut vouloir dire une vraie étude. En fait, c'est une vraie problématique qu'on a envie de traiter. Donc, c'est une question à laquelle on a besoin de répondre au niveau business. Là, typiquement, l'exemple du projet de l'année dernière sur le cloud en Suisse, c'était, on avait des questions du type, est-ce qu'il y a un vrai appétit dans certains verticaux, dans certaines industries pour le cloud? Et est-ce que l'offre de services qu'on doit faire, elle doit nécessairement être, entre guillemets, souveraine, c'est-à-dire 100% helvético-suisse? Ou est-ce qu'on peut utiliser des infrastructures dont on dispose déjà dans d'autres pays, comme la France ou l'Espagne, par exemple? Et voilà, et on a eu des réponses clés. Donc, on n'a pas de projet derrière de mise en place d'une infra, mais on a répondu à une vraie question. Voilà. Et en fait, ils nous ont aidés à confirmer des intuitions. Mais ça a été étayé. Ça, c'était très utile. Donc ça, c'est un premier rapport. C'est des vraies réponses à des vraies questions. Ensuite, les échanges avec ces générations du haut de mes presque 50 ans, je trouve ça assez rafraîchissant, en fait. Donc, ça nous pousse à apporter un regard neuf sur pas mal de choses. Et après, à moyen terme, pour nous, l'enjeu, c'est un enjeu de marque employeur. Tessie n'a pas la même notoriété spontanée, même assistée que des grands noms qui sont proches de l'école. Je pourrais citer des gens comme par exemple IBM ou Schneider. Donc nous, on a besoin de travailler notre marque employeur et au contact des étudiants aussi de les aider à comprendre nos valeurs et la façon dont on se comporte chez Tessie, avec un espoir chez nous, c'est leur donner l'envie en fait, de nous rejoindre. Et pour mes collègues qui animent aussi ces interactions avec les étudiants, c'est un moyen de tester finalement ceux parmi les groupes avec lesquels on bosse qui partagent ces mêmes valeurs. Parce que souvent, quand on a un échec à l'intégration d'une nouvelle recrue, ce n'est pas tant sur ses compétences techniques, c'est bien sur ses valeurs. Voilà, donc ça, c'est super intéressant pour nous. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois l'histoire se finit même par un recrutement. Donc aujourd'hui, la responsable marketing digital Europe sur ma division conseil intégration est une étudiante qui était en master digital business strategy avec laquelle on a travaillé et l'intégration est top. Elle fait du super boulot là, depuis 3 ans chez nous. Ouais, ok, merci. En fait, il y a une question qui est passée qui est bien en lien et qui est plutôt pour toi que pour moi. C'est quelles sont les principales raisons et objectifs qui poussent les entreprises à avoir recours à ce type de dispositif? Donc pour toi, et moi j'élargirai un petit peu après en fonction des retours qu'on a pu avoir. Moi, je pense qu'il faut, pour qu'en fait on ait un retour à valeur ajoutée, il faut soumettre un cas auquel on tient vraiment.
un cas qu'on aurait envie de donner à nos propres équipes, mais en fait, pour des raisons de bande passante qu'on n'arrive pas à prioriser, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut avoir cet intérêt, je pense, court terme pour que ça marche, de sorte qu'on engage vraiment, au moins dans le pilotage, dans le cadrage du temps, qu'on soit satisfait du résultat à la fin et donc qu'on puisse vraiment l'exploiter. Et puis après, sur le moyen terme, je pense qu'il y a ce bénéfice en termes de marque employeur et d'identification de potentiels futurs recrues. Moi, je le vois de façon aussi simple que ça. Ouais, donc moi, je vais rajouter quelques éléments là. Je vais d'abord rajouter un élément en creux, parce que ce ne sont pas un projet intégratif. Ouais, je vais le dire comme ça, je vais y arriver. On n'est pas dans le cadre d'une alternance ou d'un stage. Donc, un projet pour lequel, à la fin du projet, on a des éléments de production top, qu'on peut vérifier, c'est pas ça, un projet intégratif. Un projet intégratif, c'est comme tu l'as dit, c'est amener des étudiants à avancer sur une thématique qui est plutôt sur le sommet de la vague des choses qu'on se dit dans l'entreprise ou dans l'organisation. Ce truc-là, il faudrait vraiment qu'on y réfléchisse. Mais ben voilà, faute de temps, on n'y arrive pas. Et l'occasion, en fait, de poser ce projet auprès des étudiants, ça génère deux choses. Ça génère, le fait que y a quelques jeunes ou moins jeunes, puisqu'il y a des gens en formation continue qu'on peut affecter aussi, qui vont travailler à réfléchir, ou tout du moins à faire un effet miroir avec l'entreprise pour l'amener à avoir des réponses de l'entreprise sur cette thématique. Et du fait qu'il y a cette action, ça génère aussi en interne, ça peut générer en interne le fait que cette question, elle émerge et elle devienne une question sur laquelle l'entreprise va continuer à travailler ensuite. Dans les livrables des étudiants, il y a certes une présentation devant un jury pour avoir une note, mais il y a aussi potentiellement, et ça a été fait dans un nombre significatif de projets, le fait que le groupe d'étudiants puisse aller présenter en CODIR, en COMEX, dans un groupe ad hoc, les résultats de leurs études. Je ne sais pas si ça, vous l'avez déjà fait, vous, ce type de présentation à un groupe au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. Oui, parce que, et je reviens sur le dernier exemple que j'ai en tête, qui est plus près sur la problématique cloud, mais c'est des conclusions qu'on a partagées après avec un groupe plus large que simplement les deux personnes qui coachaient ce groupe d'étudiants. Voilà, la dernière question que je vois s'afficher, c'est la question que qu'on avait préparée ensemble. Donc, vas-y. Mais en fait, il y a deux angles pour répondre. Moi, je pense que déjà, vu des étudiants, en fait, eux, déjà, on a parlé du poids du dossier dans leurs notes. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier moteur pour eux. La deuxième chose, c'est l'implication en fait, qu'on peut y mettre, nous, en tant que coach. Et le troisième point, c'est peut-être ce qu'il faut dire, enfin, corrige-moi si je me trompe, Renaud, mais c'est qu'en fait, ils ont une part de liberté dans le choix du cas. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre limité de cas qui leur sont proposés, mais en fait, ils constituent leur groupe et ils choisissent un cas un petit peu en fonction de leur appétence. Donc ça, c'est aussi un gage d'implication du groupe d'étudiants. C'est juste, hein? Oui, c'est ça. En fait, dans la quasi-totalité des cursus qui proposent des PIE, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que le responsable de programme détermine le nombre de PIE dont il a besoin. Admettons qu'il en ait besoin de 6. Donc là, il y a toute une phase où on essaye de récolter des projets. Il y a le portail, je vous expliquerai tout à l'heure comment déposer les choses. Et après, il y a un moment qui est super important, c'est l'interaction que le porteur de projet côté entreprise va avoir avec le responsable de programme. Pendant cette interaction, c'est à ce moment-là que, ensemble, les deux personnes déterminent si ce projet il est bien calibré pour le programme en question. Et à partir du moment où le projet il est accepté par le programme,
vous êtes sûr et certain d'avoir un groupe qui va travailler sur votre projet. Si le programme il a 6 projets, il y a 6 projets qui seront présentés aux étudiants et il y aura une phase où il faudra que chaque entreprise vienne faire un petit peu de marketing de son projet, de présentation de son projet et les étudiants se positionnent et par un dispositif qui, après 15 ans d'expérience, fonctionne, les étudiants arrivent dans 99% des cas à avoir soit leur premier, soit leur deuxième choix parmi les projets. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, l'affectation. Donc, si vous proposez un projet et que le deal est fait avec le responsable de programme, dans la quasi-totalité des programmes, vous êtes sûr et certain d'avoir un groupe derrière. Et l'expérience montre que c'est plutôt, on arrive à avoir des étudiants qui sont motivés par rapport au projet. Voilà, ça c'est un point important. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais faire un peu un zoom, parce que c'est un peu mon dada, mais faire un zoom un peu finalement pour revenir sur les facteurs clés de succès ou les clés du succès, mais en faisant un zoom vraiment sur finalement le comportement que nous, fournisseurs du cas, devons avoir. Je pense qu'il faut qu'on identifie chez nous des managers qui ont vraiment envie de jouer ce rôle en fait de coach. C'est pas forcément des gens qui sont des experts dans leur domaine, mais c'est des gens qui ont vraiment envie de jouer ce rôle de coach avec un groupe d'étudiants. Moi, récemment, j'ai eu justement la collaboratrice qui nous a rejoint il y a 3-4 ans. Elle l'a vécu, donc elle était dans une bonne position et elle avait envie en fait vraiment d'aider les étudiants parce qu'elle sait l'importance que ça a pour eux. Et ensuite, je pense qu'il faut définir un sujet super ciblé. Parce que même si c'est important pour eux et qu'ils y consacrent un joli volume d'heures, ça reste, quand on traduit ça on va dire en jour-homme, ça reste quand même assez modeste. Donc, il faut faire attention de calibrer le sujet en fonction du temps qu'ils vont pouvoir y consacrer. Sinon, il y aura forcément de la déception des deux côtés. Parce qu'eux, ils auront forcément le sentiment de ne pas avoir complètement couvert le sujet. Et puis, côté entreprise, on aura l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu superficiel. Donc, ça, c'est super important. Et puis, le suivi régulier. On a déjà parlé un petit peu, mais il faut vraiment s'impliquer de la même façon qu'on le ferait sur un projet interne. En fait, il faut vraiment le définir et le piloter comme un projet important dans son portefeuille de projet. La définition telle que le décrit Jean-Luc, c'est pour les boîtes géniales. Si le sujet il est moins précis, de toute façon, et ça, tous les tuteurs écoles ont ça dans leur feuille de route, il y a forcément un moment qui durera 3 semaines, 1 mois maximum, qui visera à rendre le périmètre acceptable, c'est pas le bon terme, mais le périmètre pertinent pour que les étudiants aient le temps d'y travailler dessus et pertinent pour que l'entreprise y retire quelque chose. Donc, de toute façon, ça se fait. Un des avantages de ce cadrage finalement en phase de démarrage, c'est qu'on peut aussi, ça c'est peut-être un peu mon filtre PME, là, mais on peut aussi du coup s'adapter aux points forts des membres du groupe. Parce qu'ils n'ont pas tous, notamment quand on est sur des étudiants exécutifs, enfin des étudiants qui sont en cycle formation continue ou qui font un master après, par exemple, plusieurs années de vie professionnelle. On peut aussi s'appuyer un petit peu sur leur propre background pour ajuster un petit peu le sujet. OK. Il y a une question, elle est apparue 3-4 fois, donc je vais répondre tout de suite sur les deadlines. Donc, en fait, on a un certain nombre de projets qui débutent dès début octobre, donc il faut faire vite. Et on a une deuxième campagne. En fait, dans l'ensemble des 120 projets, il y en a à peu près les 2/3 qui sont plutôt sur, on commence le projet aux alentours du 10-15 octobre et on le finit, alors selon les cursus, en décembre, janvier, février. Et il y a une deuxième campagne qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cursus, c'est 1/3 à peu près, où les projets débutent début janvier et se terminent en juin, juillet. Voilà pour répondre à une question qui est revenue plusieurs fois. Petit élément de complément avant qu'on prenne la totalité des questions, Jean-Luc, c'est en 2-3 mots comment convaincre
que pour une entreprise ou une organisation, c'est top bien de proposer des PIE. Je pense que c'est déjà fait. Hein. Tu crois qu'il faut en rajouter? Non, je pense. Enfin, moi, mon expérience, et c'est aussi pour ça que je suis ravi de témoigner aujourd'hui, c'est que c'est très improbable que vous perdiez votre temps. En fait, il s'agit finalement d'investir quelques heures pour le coaching par mois, pour coacher des petits groupes, on l'a dit, de 3-5 personnes. Le retour que vous pouvez en avoir en termes de marque employeur, d'aide à la décision sur des sujets concrets, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, de sécurisation des recrutements. Moi, j'insiste aussi beaucoup là-dessus parce que pour peu que vous tombiez sur un profil qui vous séduit à un moment où vous avez un besoin de staffer chez vous, vous sécurisez le recrutement parce qu'en fait, vous avez planché avec la personne en question et vous êtes sûr à 99% qu'il y aura un fit sur les valeurs. Qui est là, enfin, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est là qu'il y a le plus grand risque de se tromper. Donc déjà, rien que ces avantages-là, pour moi, justifient très largement, encore une fois, les quelques heures de coaching qu'on va investir par mois. Et puis, peut-être ce que je peux dire, c'est peut-être un peu plus provocateur pour ceux qui participent aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet que vous avez en tête sur lequel vous aimeriez avoir des réponses et que vous laissez de côté depuis des mois, ou pour ne pas dire parfois des années? Je pense que c'est peut-être un de ces sujets-là que vous n'arrivez pas à prioriser, mais qui aurait de la valeur pour vous en termes de pilotage et que vous pourriez confier. OK. Je vais répondre à une question et puis là, on va rentrer dans la phase où on prend les questions et on répond. Il y a une question sur le coût. Alors, je vais répondre à ça. On se met dans une logique pédagogique. Donc, l'engagement, c'est un groupe d'étudiants va travailler avec vous sur une certaine durée. Ce groupe d'étudiants, il est tutoré par un enseignant, mais, je disais, mais il n'y a aucune obligation de résultat pour le groupe d'étudiants. Et alors, pour tout vous dire, au début, quand on a lancé le truc, j'étais pas très à l'aise avec cette posture. Et en fait, un jour, c'est une entreprise qui nous a pris un groupe de PIE qui m'a répondu. Mais le fait de ne pas avoir d'obligation de résultat, tu bouges tes oreilles, toi, Jean-Luc, qui est société de conseil, c'est juste génial. Parce que si vous mets une obligation de résultat là, quand vous aurez atteint le résultat, vous vous arrêterez. Et on est dans un type de démarche avec des étudiants qui sont, l'expérience montre, qui sont vraiment motivés. En formation continue, c'est juste colossal. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que ça dépasse les résultats qu'on pouvait imaginer. Donc, il n'y a pas de relation financière dans le cadre de ce projet. Donc, si vous nous proposez un projet, il n'y a pas d'échange financier. Alors, une fois que j'ai dit ça, néanmoins, avec certaines entreprises, ça peut être l'occasion pour vous de se dire tiens, je vais mettre ma taxe d'apprentissage à Grenoble École de Management. Ou ça peut être l'occasion pour vous, comme l'a fait Tessie, après avoir fait un ou deux PIE, d'intégrer l'activité d'une chaire de recherche et de faire une donation à la fondation, voilà le terme, je l'avais zappé, à la fondation de Grenoble École de Management. Mais voilà, on est dans cette logique. Donc, il n'y a pas de coût proprement dit de l'opération. Et on va commencer, on va regarder différentes questions. Il y avait une question sur l'éligibilité des projets. Donc, en fait, je vous le donnerai à la fin, il y a les thématiques. Donc, il nous reste pas mal de thématiques. Si vous êtes dans la thématique, a priori, votre projet est intéressant. Néanmoins, il y a les limites que j'ai posées tout à l'heure. On n'est pas dans une logique de production proprement dite. Donc, si vous posez une étude de marché en attendant, en ayant comme attente le document complet étude de marché,
on n'est pas dans cette logique sur les PIE. Mais à part ça, tout projet est potentiellement éligible à ce type de PIE. Dans les thématiques que tu as abordées, tu peux donner quelques exemples, Jean-Luc? On avait des sujets, donc sur la partie, tout à l'heure j'ai dit, en fait, nous on se posait des questions sur la façon dont on devait aborder le marché suisse au niveau de solutions hébergées, donc en lien avec les infra cloud. Donc en fait là, il y avait un mix à la fois, on va dire c'était très orienté business case, mais avec un petit volet qui était l'analyse comparative des quelques gros joueurs locaux. C'était un stade où on a un opérateur national historique qui est Swisscom, qui a sa propre infra, et puis on a des gros joueurs mondiaux qui, il y a à peu près un an, ont tous annoncé la mise à disposition d'un cloud souverain dans le pays, donc Amazon, Google et Microsoft. Donc ça, c'est un premier sujet. On avait un deuxième sujet sur des étudiants en France qui était beaucoup plus orienté marketing opérationnel. On a une de nos divisions qui est spécialisée dans la création de trafic sur les points de vente et la maximisation des paniers moyens lors des ventes sur des points de vente physiques. Et donc, on avait fait plancher en fait les étudiants sur finalement une transposition des leviers habituels pour créer ce trafic et booster les paniers moyens dans le monde du e-commerce, donc sur les plateformes. Donc, ils sont planchés vraiment sur différents scénarios pour nous aider à finalement à adapter aussi les services et les prestations de conseil que l'on vend, nous, aux annonceurs. Voilà, ça c'était. Et là, c'était beaucoup plus. On était beaucoup plus dans du. On faisait appel beaucoup plus à de la créativité et c'était très, très marketing. Donc, je pense qu'en fait, tous les sujets sont bons, encore une fois, à condition que, voilà, faut qu'il y ait un minimum d'alignement, je pense, entre le cursus à qui ces PIE vont être proposés pour qu'il y ait de la valeur qui en sorte, de la valeur qui sorte des travaux. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est présenter la slide sur laquelle il y a les thématiques, parce qu'il y a pas mal de questions sur le périmètre et sur concrètement. Donc là, voilà cette slide. Donc aujourd'hui, alors pour cette année, c'est-à-dire pour les sessions d'octobre et les sessions de janvier, il y a ces six items sur lesquels il y a encore des projets en recherche, sachant que certains cursus sont déjà complets, pas ceux-là. Donc, des recherches de projets autour des aspects numériques. Alors, numérique, c'est extrêmement large. Donc, on peut prendre plein de choses. On peut prendre des projets du type, et ça, celui que je vais évoquer, c'est plus un projet de formation continue, mais du type, je suis une entreprise leader mondial sur mon domaine qui produit genre des mousquetons et des choses comme ça pour la montagne et je veux initier une démarche autour de la transformation numérique. C'est un projet d'il y a 3 ou 4 ans déjà, je vous rassure. C'est le type de projet où un groupe de formation continue a posé le ferment de cette réflexion au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier type de choses. Autre aspect, je suis une start-up, j'ai lancé un produit ou un service et je veux faire travailler un groupe d'étudiants sur comment j'utilise les canaux qui vont bien pour faire connaître mon produit ou mon service. Donc là, on met moins des gens de formation continue, on met plutôt des gens qui sont sur manager DSI et du numérique et qui sont des gens qui sont en M1 ou en M2. Donc voilà, il y a ce volet numérique, il y a un volet plus système d'information, là où on est sur des logiques d'organisation pour arriver à mettre en œuvre des éléments pour piloter les systèmes d'information. On a des thématiques autour de ressources humaines au temps du numérique. Donc, ce cursus-là est en anglais. Donc, les projets intégratifs devraient normalement se dérouler en anglais. Donc, ça, c'est une contrainte pour pouvoir le proposer. Et il y a une grosse thématique autour de l'entrepreneuriat, que ce soit des missions autour de redressement d'entreprise, de développement et communication, d'évaluation de levée de fonds.
management de l'énergie et management de l'innovation et de la R&D. C'est les différentes thématiques englobantes qu'on a aujourd'hui. Si vous avez le moindre doute, vous posez une description. Donc l'idée, je vous ai mis le lien et la présentation, vous la retrouverez via la vidéo, donc vous pourrez retrouver le lien. Là, l'idée, c'est vous tombez sur un formulaire qui est un PDF à remplir aujourd'hui, parce qu'on n'est pas parti d'emblée sur mettre une belle plateforme. On s'est dit, pendant 1 an ou 2, on teste nos dispositifs et quand ils seront pérennes, on mettra une plateforme. Donc, l'idée, c'est là, vous nous faites un résumé en 10 lignes de ce qu'est votre proposition de projet et tous les éléments pour avoir les contacts. Et en fonction de ce que vous nous donnez comme élément, on l'affectera au responsable de programme qui nous semble le plus pertinent pour répondre à vos attentes. Et ce responsable de programme vous contactera. Il y aura un échange physique, téléphonique pour être sûr de bien comprendre, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et à partir de là, soit c'est OK, soit c'est pas OK. Si c'est pas OK, on pourra éventuellement passer à un autre responsable de programme. Et puis si c'est vraiment pas OK, on vous expliquera que c'est pas OK et on verra comment faire pour faire ça soit l'année prochaine, soit voir avec vous si alternant ou stagiaire, ça pourrait répondre à vos problématiques. Voilà. Renaud, tu viens de parler d'un cursus en anglais. Ça me fait penser à une chose qu'on n'a pas abordée, c'est qu'une des valeurs possibles aussi pour l'entreprise, c'est parfois de pouvoir interagir avec des groupes qui sont composés d'étudiants qui viennent de zones géographiques très diverses. Et il y a quelques promos qui sont vraiment très internationales. Donc ça permet aussi d'avoir, je dirais, un regard aussi à valeur ajoutée, je trouve, sur certaines problématiques. Je pense au Master Digital Business Strategy, par exemple, que je connais plutôt pas mal. Là, on a des étudiants du monde entier, en fait. Alors, je reprends les questions. La présentation, normalement, on a vos contacts, donc on vous les transmettra. Je me retourne. On va essayer de vous la transmettre. Allez. Donc, pour la session d'octobre, la deadline, c'est a priori, faites ça au plus tôt. Et formellement, on va dire qu'il faudrait qu'au 30 septembre, on ait les projets. Donc, la deadline, c'est le 30 septembre. Oui, le 30 septembre, je crois. C'est bien ce que j'avais dit. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça suscite de votre part? Un intérêt? On est complètement déconnecté de ce que vous aviez imaginé. On peut avoir quelques retours de votre part? Bon. Ah, merci. Jean-Luc, 2 ou 3 mots pour ta défense. Non, je suis aussi à la disposition de certains. Si vous voulez quelques compléments offline, n'hésitez pas. Ouais. Ah oui, alors en fait, là, il y a quelques remarques qui circulent. En fait, on a fait un parti pris, c'est de ne pas afficher les cursus dans lesquels on cherche des projets intégratifs. Parce que ce qu'on se dit, c'est que ce n'est pas à vous d'imaginer ce qu'on pourrait enseigner dans les différents cursus. C'est-à-dire que vous n'avez pas à savoir notre organisation et notre sauce interne, pas qu'on ait des choses à cacher, mais simplement que ce qu'on pense, c'est que si vous nous expliquez bien le dispositif, nous, on peut être hyper pertinent pour vous proposer le bon dispositif. Alors, le bon dispositif, ça prend en compte plein de variables, c'est-à-dire qu'il y a la thématique de ce que vous nous proposez, il y a aussi la complexité de ce que vous nous proposez. Il y a certains projets où on peut mettre des étudiants qui rentrent en première année de PGE. Il y a d'autres projets où clairement c'est des execs qu'il faut mettre en ligne. Donc là-dessus, c'est nous qui essayons d'orienter au mieux vers le bon cursus. Donc ça, c'est un parti pris et c'est un vrai choix. Une question sur la confidentialité. Alors,
a priori, si rien n'est fait, il n'y a pas de confidentialité. N'empêche qu'on est capable, et on a le service juridique qu'il faut, et les éléments qu'il faut, et l'interaction avec vos services juridiques, on est capable de signer des documents pour gérer ces aspects de confidentialité. Je ne sais pas si tu l'as fait, toi. Oui, nous, on l'avait fait sur le sujet du cloud suisse, tout à fait. D'accord. Donc, on sait faire. On s'était un peu mis à nu. Sachant qu'on peut avoir plusieurs niveaux dans la confidentialité, c'est-à-dire on peut se dire il n'y a rien qui sort en citant l'entreprise, mais on peut se servir de l'exemple vers l'extérieur, ou alors il n'y a rien qui sort du tout et ça reste dans le groupe d'étudiants et dans le groupe avec les enseignants qui interviennent et aussi les membres du jury, les membres du jury final. Donc ça, c'est un point important aussi que je n'ai pas évoqué. Dans les contraintes qu'on essaye de vous imposer, il y a deux moments importants. C'est le lancement, où vous venez faire la pub, entre guillemets, de votre projet auprès des étudiants. Il y a le déroulé avec tout ce qu'a dit Jean-Luc sur l'accompagnement. Et il y a nécessité de votre présence lors des jurys en fin d'année. Vous ne participez pas à la notation des étudiants, ça c'est le jury proposé, mais n'empêche qu'il y a une forte interaction de votre part avec ce jury. Il y a une question sur la fréquence de travail. Moi, je pense que il faut faire du sur-mesure avec le groupe d'étudiants. Ouais. Mais moi, j'évalue ça à quelques heures par mois. Il ne faut pas les laisser, il ne faut pas qu'il y ait un effet tunnel avec 2 mois sans interaction parce qu'ils risquent de glisser sur un terrain qui vous intéresse moins. Ou alors eux, ils vont pédaler un peu dans la semoule en perdant du temps sur des sujets en fait que vous maîtrisez déjà. Donc le cadrage et le suivi régulier, c'est le secret. Mais oui, quelques heures par mois, ça me paraît à peu près l'ordre de grandeur. Oui, je suis d'accord avec ça. Un point important, c'est que l'entreprise, il ne faut pas forcément qu'elle soit à 100 mètres de Grenoble École de Management. On a eu des projets fil rouge, des projets intégratifs, un peu partout en France et quelquefois même à l'étranger, puisque Tessie Switzerland, si je ne m'abuse, c'est en Suisse. Oui, le rôle des enseignants. Alors, il y a les enseignants et il y a le tuteur. Le tuteur, lui, son rôle, c'est de travailler avec les étudiants plutôt sur la démarche et la méthode pour avancer sur le projet. Et après, dans les ressources disponibles pour les étudiants pour avancer, il y a tous les enseignements que les étudiants ont eus pendant l'année. Et donc là, ils peuvent interagir avec les enseignants de ces modules. S'il y a un volet sur une étude sur numérisation et qu'il y a un volet Green IT important, l'enseignant qui a fait le module Green IT, les étudiants peuvent aller le solliciter pour avancer. Donc en fait, le dispositif d'accompagnement, il y a une tête, c'est le tuteur, mais il y a tout le dispositif d'enseignement autour des projets. Les étudiants, ils ont quelques heures par semaine pour travailler sur le projet. Selon les cursus, ça varie de 1h30, ça c'est en exec, à éventuellement une demi-journée. Donc ça, c'est des moments qui sont dans leur agenda pour avancer dans le projet. Dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui se font en temps caché, c'est-à-dire en temps qui ne sont pas à l'agenda. Oui, pour la dernière question, on en a déjà eu. La seule chose là, alors c'est la question sur pouvons-nous avoir un PIE alors qu'on est en création. La seule chose par rapport à ce type de start-up ou d'entreprise en création que va essayer de voir le responsable du programme, c'est qu'en fait, vis-à-vis des étudiants, l'engagement, c'est qu'il se passe quelque chose pendant les 7 ou 8 mois qui arrivent, entre le moment où vous posez la demande et le moment où il y a le jury. Et le responsable de programme va essayer de voir avec vous si vous serez bien encore là dans 7 ou 8 mois. Mais j'imagine que si vous lancez une entreprise, c'est pour être encore là dans 7 ou 8 mois. Donc, en fait, il y a cette discussion qui arrivera quand même.
Bon, on va peut-être, s'il n'y a plus de questions. Merci pour ce témoignage. Donc, on a remis à l'écran les éléments clés. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui vous est présenté. Et en fait, le lien qui vous est présenté, dedans, il y a le formulaire, mais il y a aussi une adresse mail. Donc, rentrez en interaction avec nous et on interagira. Et on validera avec vous si c'est bien pertinent ou si ce n'est pas pertinent pour cette année. Et puis voilà. Jean-Luc, un mot de conclusion de ta part? Non, simplement, pour redire que je suis à la disposition de certains s'ils veulent me poser quelques questions supplémentaires un peu à froid. N'hésitez pas à peut-être rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, par exemple. Après, ce sera facile. Eh bien, merci à tous et j'espère qu'on aura de vos nouvelles très vite et que on rentrera dans une relation où tout le monde sera gagnant par rapport à ces projets intégratifs. À très bientôt. Merci à Merci tous. beaucoup.